À Siem Reap, à 2 pas des temples d'Angkor, les cours d'histoire ont repris normalement. Voilà près de 30 ans qu'ils étaient plus ou moins dispensés, plutôt moins que plus, voire pas du tout. Parce qu'à partir de 1970, le Cambodge tout entier fut le théâtre de guerre, de famine et de génocide. Les enfants furent enrôlés pour se battre ou travailler. Image d'une paix retrouvée et des espoirs fondés sur cette jeune génération qui n'a connu ni Khmer rouge, ni vietnamien, et pour qui tout est possible, comme au temps mythique des dieux rois d'Angkor. Pour les écoliers cambodgiens, l'histoire préfère ne retenir que les glorieux ancêtres, les bâtisseurs de temples et de royaumes, ou encore Norodom Sihanouk, actuel roi du Cambodge, et pour son peuple, le père de l'indépendance. Ici, l'histoire se fige en 1970, précisément lorsque la guerre s'installe au royaume du Cambodge, le Kampuchea. Kampuchea, que les Cambodgiens traduisent populairement, le peuple dont le karma ne guérit jamais. Kampuchea, Kampuchea, Cambodia. Au XIVe siècle, le grand et glorieux royaume d'Angkor s'effondre. L'histoire du Cambodge n'est plus alors qu'une suite de guerres contre les envahisseurs siamois et annamites, de révoltes de princes et de mandarins, en quête d'une identité et d'une puissance disparue. En 1863, tourmenté par l'effondrement de son pays, le roi Norodom sollicite l'aide de la France pour protéger le royaume de ses grands et puissants voisins, le Siam et l'Annam. Les Cambodgiens s'accommodent donc bien du protectorat français qui marque les frontières, dote le pays d'une administration et contribue à son essor économique. Le 9 novembre 1953, le roi Norodom Sihanouk proclame l'indépendance du Cambodge. Une ère nouvelle s'ouvre pour le pays qui a négocié son indépendance dans la paix, alors que le reste de l'Indochine française bascule dans la guerre. En Cochinchine et au Tonkin, c'était immédiatement la guerre, c'était immédiatement la lutte ouverte. Il y avait une résistance qui existait, il y avait une résistance, il y avait des maquis, etc. Au Cambodge, il n'y avait ni résistance ni maquis. Les choses ça avait été un long fleuve tranquille et il ne s'était rien passé pendant toute l'occupation. Malmené par le Viet Minh d'Ho Chi Minh qui poursuit sa lutte pour l'indépendance et qui ne cache pas sa volonté de réunir une vaste fédération communiste des États indo-chinois, la France s'enlise dans la guerre. Elle capitule après la défaite de Dien Bien Phu le 7 mai 1954. Le 20 juillet de la même année, les accords de Genève proclament l'indépendance des États indo-chinois, Cambodge, Laos et Vietnam, ainsi que la partition du Vietnam entre le Nord, communiste, et le Sud républicain. Les Américains refusent de signer. Sihanouk s'érige en père de la nation. Selon la tradition, il est le roi Dieu, l'incarnation des dieux sur terre, et pour le paysan cambodgien, le roi est le faiseur de pluie. Il détient un pouvoir magique. Lui-même croit à la sacralisation de sa mission. Il lance une grande campagne de réforme et s'attache avant tout à la reconnaissance des frontières du Cambodge. En 1955, il abdique pour se consacrer à la politique. Prince désormais, il fonde le parti du Sangkum Resnium, sorte de communauté socialiste populaire et bouddhique. Sous des allures de démocrate, Sihanouk fait mine de donner la parole au peuple, ses enfants. École, université, grands travaux et beaux-arts, il modernise le pays raisonnablement et cultive son auguste image. Aujourd'hui encore, pour la plupart des Cambodgiens, la référence au bonheur se situe à cette époque, aux années du Sangkum. Pendant la période du Sangkum de Sihanouk, j'étais jeune et j'étais heureux. Moi, ça allait bien.
J'étais libre, je pouvais sortir la nuit. On pouvait aller au cinéma à Siem Reap, il n'y avait pas de voleurs, pas de bandits, et on pouvait se promener ensemble, filles et garçons. Ah, à l'époque, ça allait bien entre les filles et les garçons. On pouvait s'aimer. Convaincu de son talent politique, Sihanouk n'entend pas laisser l'opposition contester ses méthodes de gouvernement. Incapable de se mesurer à une monarchie médiévale immuable, les communistes se divisent. Certains se mettent sous la protection des Vietnamiens communistes du Nord, le Viet Minh, tandis que d'autres, plus nationalistes, préfèrent gagner le maquis. Parmi eux, Salo Tsar, un marxiste formé à Paris. Il entrera dans l'histoire sous le nom de Pol Pot. Sihanouk les baptise Khmer Rouge et les pourchasse. Sihanouk n'était pas un démocrate. Il ne croyait pas au pluralisme. Il disait l'État, c'est moi. Mais il n'y avait aucune opposition. Et dès qu'une opposition est apparue, il s'est montré impitoyable. Plus tard, dans les années 60, quand des étudiants de gauche commencent à s'agiter, ils disparaissent, sans autre forme de procès. Il était sans pitié. Le Cambodge se trouve sur une des grandes lignes de fracture du conflit Est-Ouest. Guerre froide, conflit entre Pékin et Moscou, les deux pôles du monde communiste, conflit régional aussi où le Vietnam communiste appuyé par la Chine combat pour la réunification avec le Sud. Pour contrer l'offensive des communistes Viet Cong, les Américains débarquent au Sud-Vietnam en 1965. Mais les Viet Cong poursuivent leur marche vers le sud. Pour échapper à l'ennemi, ils convoient leur matériel militaire par la piste Ho Chi Minh, qui traverse le territoire cambodgien. Ils y établissent même des sanctuaires, à l'abri de l'ennemi. Soucieux de préserver son pays d'un engagement dans l'un des camps du conflit, le prince Sihanouk tente à tout prix de maintenir le Cambodge dans la neutralité et d'en protéger les frontières. La venue du général de Gaulle à Phnom Penh en septembre 1966 apporte un soutien opportun à cette position qui s'avère de plus en plus difficile à préserver. Sihanouk ne s'y trompe pas, il réserve un accueil fastueux à son hôte. Et devant la montée des périls, le général tient un discours sans équivoque. L'ouverture d'une aussi vaste et difficile négociation dépendrait évidemment de la décision et de l'engagement qu'auparavant aurait voulu prendre l'Amérique de rapatrier ses forces dans un délai convenable et déterminé. C'est à peu près au même moment où Charles de Gaulle soutient la neutralité de Sihanouk que Sihanouk signe avec la Chine un accord au terme duquel les forces Viet Cong et nord-vietnamiennes qui ont des sanctuaires en territoire cambodgien et qui disposent de possibilités de transfert à travers le territoire cambodgien par la fameuse piste Ho Chi Minh, c'est à ce moment-là que Sihanouk signe cet accord qui autorise ce soutien à un des camps de la guerre du Vietnam. Et donc, on peut dire que c'est au moment où il reçoit le soutien le plus éclatant à sa politique de neutralité qu'il commence à l'abandonner. Qu'y avait-il de neutre? Cet endroit grouillé de soldats vietnamiens, tout cela avec la permission de Sihanouk. Mais il ne pouvait pas faire autrement. S'il n'avait pas donné son autorisation, les Vietnamiens seraient rentrés au Cambodge de toute façon. Cette situation est une conséquence de la guerre du Vietnam. Les Américains n'avaient rien à faire ici. Mais une fois qu'ils étaient là, ils devaient se conduire comme une armée. Breakfast, lunch, dinner. À son lancement en février 1969, l'opération Menu est dissimulée au monde entier par Nixon et Kissinger. Les B-52 américains entament une lourde campagne contre les positions Viet Cong au Cambodge et le petit royaume sombre alors dans la guerre. Inquiet, Sihanouk s'efforce dans une ultime tentative d'inverser le cours de l'histoire. Les obsèques d'Ho Chi Minh sont pour lui l'occasion de se rendre à Hanoï et d'essayer de convaincre les Nord-Vietnamiens de ne plus emprunter le territoire cambodgien. Un bien vain espoir.
Sihanouk avait dit, moi je ne peux pas continuer à fermer les yeux. En réalité, ça a participé à ce soutien. Mais j'ai rencontré moi-même Pham Van Dong, je lui ai dit, c'était au moment des finales de Timine, je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, les choses vont mal, tout ça va mal se terminer, tout ça prend l'allure d'une annexion. Et Pham Van Dong m'a répété, jamais, jamais, au grand jamais, nous ne prendrons 1 mètre carré de territoire cambodgien. On a vu ce qu'il en était. Pour se protéger, les Viet Cong pénètrent plus loin à l'intérieur du Cambodge. Les Américains bombardent alors davantage. Un cataclysme pour des milliers de paysans cambodgiens brutalement pris sous tous les feux. Sur toute la région est du Cambodge, des milliers de tonnes de bombes sont déversées avec cynisme et dans la plus totale approximation. À leur défaite en 1975, les Américains auront largué 539 000 tonnes de bombes et autres défoliants sur les rizières cambodgiennes. Pour les Américains, le Cambodge n'avait aucun intérêt. Un général américain disait « Le Cambodge est quelque chose que l'on jette en pâture aux loups quand ils approchent ». Le Cambodge peut être sacrifié parce qu'il est sans importance et le bombardement des sanctuaires a débuté en 1969. Les effets de la guerre sont désastreux pour Sihanouk. Difficultés économiques accrues, notamment dans les campagnes, mécontentement de l'opinion et particulièrement de la jeunesse, développement de la corruption dans les milieux bourgeois. Le prince a perdu son pouvoir magique, il se consacre davantage au cinéma, à ses courtisanes, qu'aux affaires de l'État. Le Sangkum est une époque révolue. Le 18 mars 1970, alors qu'il se trouve en France, le prince est renversé par un coup d'État. Les instigateurs du coup sont des républicains pro-américains, le prince Sirik Matak et le général Lon Nol. Premier ministre de Sihanouk, Lon Nol est resté durant de nombreuses années dans l'ombre du prince. Il n'a pas admis l'ouverture de la politique étrangère du Cambodge vers le bloc communiste et vers la Chine, la tolérance de son chef envers les sanctuaires Viet Cong. Avec le soutien de l'armée et des Américains, Lon Nol, un mystique dépourvu de charisme, prend le pouvoir. Pourtant, le changement de régime est plutôt bien accueilli à Phnom Penh. Tout au début, ça a été un immense soulagement parce que le prince Sihanouk était sans doute aimé des paysans, mais toute l'intelligentsia des villes était contre le prince. Et c'était comme un carcan qui tombait. Mais assez rapidement, le général Lon Nol a eu une politique complètement aberrante, notamment en massacrant la population vietnamienne du Cambodge. C'est un vieux réflexe politique cambodgien. Pour unir, pour cimenter le peuple khmer, on attise la haine anti-vietnamienne. On a dit que c'était des communistes. Bien sûr, la version officielle, c'est de dire que tous les Vietnamiens du Cambodge sont tous des Viet Cong. Dans l'opinion nationale cambodgienne, on fait volontiers assimilation, qu'on soit Vietnamien du Nord ou du Sud, Vietnamien communiste ou anti-communiste, on est anti-cambodgien. Donc pour un Khmer, eh bien, il fallait casser les Vietnamiens, de quelque bord qu'ils soient. Le 24 mars 1970, Norodom Sihanouk lance depuis son exil à Pékin un appel à l'insurrection armée contre le régime républicain et les traîtres impérialistes qui l'ont renversé. Le soutien de ses alliés chinois est inconditionnel. Comme Sihanouk, Chou En-lai en colère dénonce le soutien américain aux félons qui ont déposé le prince et lance un avertissement solennel à Nixon. L'Amérique doit quitter l'Indochine. On a signé les accords de Genève de 1954 que les États-Unis d'Amérique ont refusé de signer, alors que les autres puissances, n'est-ce pas, ayant des responsabilités universelles comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme la Chine, comme l'Union soviétique, ont signé ces accords, nous ont garanti à l'Indochine tout entière, n'est-ce pas, un avenir de paix, de liberté, d'indépendance. Ce sont les États-Unis qui ont tout mis par terre. Sihanouk furieux. Sihanouk abasourdi, désormais rallié sans réserve aux communistes parce qu'ils sont plus purs, plus progressistes selon lui. En mai 1970, l'hôte d'honneur des Chinois,
annonce la constitution d'un front et d'un gouvernement de salut national, le GRUNC. Outre quelques fidèles qui l'ont rejoint à Pékin, ce gouvernement compte certains communistes cambodgiens autrefois pourchassés et qui avaient gagné le maquis. Les ennemis d'hier se rassemblent dans leur lutte pour la libération du pays. À terme, leurs objectifs diffèrent néanmoins. Sihanouk compte reconquérir le pouvoir, tandis que ses alliés Khmer Rouge luttent pour la révolution. Si les Américains ne sont pas prêts à se retirer sans condition, alors les discussions sont absolument inutiles. Il vaut mieux combattre, il vaut mieux lutter, c'est ce qui nous reste. Une grande partie des paysans ont alors pris le maquis pour défendre le roi. À cette époque, les Viet Cong, qui étaient réfugiés le long de la frontière khmero-vietnamienne, ont envahi le Cambodge. Et moi-même, à cette époque, j'ai été pris par les Viet Cong, prisonnier pendant quelques heures. Et j'ai vu les Viet Cong faire entendre un appel de Sihanouk qui invitait les paysans à prendre le maquis. Et les paysans religieusement écoutaient le prince qui est un dieu, et mystérieusement qui parlait dans cette petite boîte noire. Et c'est ainsi qu'un bon nombre de paysans ont pris le maquis, pas par idéologie, mais simplement par fidélité au prince. Et c'est ce qui a formé le groupe des Khmer Rumda, c'est-à-dire le mouvement de libération du peuple khmer qui s'est uni ensuite au Khmer Rouge. Depuis ces années-là, on nous a appelés les Khmer Rouges. Mais nous, on a organisé ces manifestations, on a pris la forêt et le maquis pour rétablir Sihanouk au pouvoir. S'il n'y avait pas eu Sihanouk, jamais nous ne serions allés du côté des Khmer Rouges. Rejoindre les Khmer Rouges, gagner le maquis pour soutenir le prince. Pour les Khmer Rouges, le ralliement de Sihanouk est une aubaine. Eux sont déjà là, tapis dans la forêt depuis des années, soutenus par le trop complaisant Viet Minh, ils attendent leur heure. Ils préparent la révolution, celle du Kampuchéa démocratique. Pol Pot, Ieng Sary, Nguyen Chia, Khieu Samphan, Tam Oc sont leurs chefs. Et Sihanouk leur offre son image comme un cadeau tombé du ciel. Dans ses valises, il apporte l'aide chinoise, comme pour mieux signifier aux Vietnamiens que leur présence au Cambodge n'est pas nécessaire, bien au contraire. Car les Khmer Rouges sont des communistes cambodgiens, ils sont nationalistes, et leur projet n'a rien à voir avec celui du petit roi déchu. Sihanouk lui-même s'en inquiète déjà et déclare au retour de son séjour dans la forêt cambodgienne en 1973 « Quand les Khmer Rouges n'auront plus besoin de moi, ils me cracheront comme un noyau de cerise. » Les Khmer Rouges étaient des Cambodgiens anti-royalistes, anti-démocratiques. C'était de purs Cambodgiens. Il n'y avait pas plus Khmer que Pol Pot, vraiment pur Khmer. Il avait l'habitude de dire que les ennemis du Cambodge sont les étrangers. Mais au lieu de voir les Vietnamiens ou les Américains comme leurs ennemis, ce sont les habitants des villes que les Khmer Rouges ont désignés comme l'ennemi. Ils sont arrivés en rejetant le passé, les villes, le capitalisme. Et en 1973, ils commencent à contrôler de larges parties du pays. Malgré l'intensification des bombardements américains, l'offensive des Khmer Rouges se poursuit implacablement. Sur leur passage, ils mobilisent et forment des combattants parmi les paysans cambodgiens et ne leur laissent aucun choix. La révolution est en route. On a regroupé les gens pour en faire des soldats. On n'avait pas le choix, on disait qu'il fallait libérer le pays en 1975. Moi j'ai été envoyé vers Phnom Penh en 1974. Je suis resté aux alentours pour l'entraînement. Je voulais libérer le pays parce que j'aimais les communistes. Je voulais que tout le monde vive à égalité. La volonté de Nixon et Kissinger de continuer à bombarder le Cambodge jusqu'en août 1973 et l'avancée des Khmer Rouges sur Phnom Penh finissent de mettre le pays à feu et à sang. Malgré les revers subis au Vietnam, les conseillers militaires américains n'en dispensent pas moins leur savoir et leur méthode à une piètre armée républicaine recrutée à la hâte. De jeunes soldats courageux, envoyés au front comme de la chair à canon, tandis que leurs officiers corrompus revendent l'aide américaine à l'ennemi,
au Khmer Rouge dans le seul but de s'enrichir. En 1974, l'armée de Lon Nol apparaît comme un écran de fumée face au Khmer Rouge, autour de Phnom Penh encerclé. La capitale est coupée et les ravitaillements aériens ne suffisent pas à nourrir une population qui a quadruplé depuis le début des hostilités. La ville n'est plus qu'un gigantesque cloaque, conséquence de l'afflux massif de réfugiés qui fuient la guerre et les bombardements. Insécurité, corruption, prostitution, épidémie, la promotion de Lon Nol par lui-même au rang de maréchal retentit comme une ironie devant l'effondrement de son régime. Après 5 ans de guerre, le Cambodge, 7 millions d'habitants, compte 700 000 morts. La République khmer vit ses dernières heures et ses partisans s'engouffrent dans les hélicoptères américains pour fuir. L'Amérique s'en va et ne se retourne pas sur les effets de son intervention au Cambodge. Ultime et sinistre dérobade, l'achèvement de la politique du pire menée tambour battant pendant 6 ans par le président Nixon. L'homme du désengagement en Asie du Sud-Est fait place nette au Khmer Rouge. Les Khmer Rouges sont une création du Vietnam, une création de la guerre du Vietnam. Ils ne seraient jamais arrivés au pouvoir sans la guerre du Vietnam, jamais. Il n'est pas impossible que le coup d'État de Lon Nol se soit produit même sans cette guerre, mais les Khmer Rouges, jamais. À partir de 8h, 8h30, 9h, c'était la liesse générale. C'était vraiment Phnom Penh libéré. Les gens applaudissaient, les soldats qui se rendaient. Enfin, la guerre est finie, on va pouvoir retourner dans nos villages. Donc c'était la liesse générale. On a attaqué, attaqué, attaqué du mois de janvier jusqu'au 17 avril. Et les gens nous ont accueillis avec du riz, des fleurs, des gâteaux. À ce moment-là, quand nous passions, les gens aimaient bien les Khmer Rouges. On était des libérateurs, des gens justes. À partir de 10h, on a commencé à voir de petits hommes en noir ou en vert qui, eux, ne se réjouissaient pas, qui rentraient par groupe de 3, de 6 ou de 9. Et puis à partir de 11h, une véritable chape de plomb qui s'est abattue sur la ville. Ces petits groupes de Khmer Rouges contrôlaient tous les carrefours. Les gens descendaient de voitures, levaient les mains et ces petits hommes en noir contrôlaient toute la circulation. La première mesure des Khmer Rouges a été de vider tous les hôpitaux. Toute cette vermine qui était dans les hôpitaux, on faisait sortir les gens. Ceux qui ne voulaient pas sortir ou qui ne pouvaient pas sortir étaient achevés à la grenade. Et j'ai vu de mes yeux passer devant l'évêché à l'époque, à quelques centaines de mètres d'ici, des gens qui étaient dans leur lit encore avec le sérum en perfusion, poussés par leur famille, quitter la ville, d'autres sans pieds ni jambes, partir comme ils pouvaient, se traînant pour partir hors de la ville. Et puis ensuite, dès l'après-midi, vers 1h de l'après-midi, c'est toute la population de Phnom Penh, un flot serré, qui partait en quittant la ville, en portant à pied, en portant le baluchon sur la tête et tout ce qu'ils pouvaient emmener. On était complètement atterrés. Et nous avons eu l'occasion de discuter avec un chef Khmer Rouge, sans doute un petit gradé, qui nous disait « la ville est mauvaise parce qu'en ville vous avez de l'argent ». Alors, on va envoyer tout le monde à la rizière et le peuple khmer saura qu'il naît du grain de riz. C'était un moyen de reconstruire le Cambodge à partir de zéro. Ce n'est pas une purification ethnique, ce n'est pas une purification idéologique, mais c'est une purification de tous ceux qui ne peuvent pas redevenir paysans. Un communisme agraire intégral, une folie utopique. Folie utopique, crime contre l'humanité, génocide, utopie meurtrière, que n'a-t-il été écrit pour qualifier le régime du Kampuchéa démocratique des Khmer Rouges, ce que Malraux définissait comme la Chine vue par des cons? Et ceux-là qui paradent dans Phnom Penh pour fêter la victoire n'ont pas le temps de réfléchir davantage. Plus vite et mieux, voici leur devise face aux grands frères chinois et vietnamiens.
Voici l'arrêt de mort du peuple khmer signé par Pol Pot et ses séides. Cette victoire intervient plusieurs jours avant la chute de Saigon, et les Cambodgiens tiennent à souligner qu'ils ont gagné avant les communistes vietnamiens, et c'est une indication de cette volonté de marquer une rupture entre ce qu'on pourrait appeler le polpotisme, qui est une volonté d'aller en un seul bond vers le socialisme, une manière beaucoup plus radicale et beaucoup plus nationaliste aussi, d'aller vers ce qu'on pourrait qualifier de national-maoïsme par rapport aux Vietnamiens dont ils vont critiquer le socialisme à la soviétique. Phnom Penh est vide. Toutes les villes sont vides. Les moines sont défroqués et les pagodes reconverties en lieu d'exécution pour les amis de Lon Nol. La monnaie est abolie. Les écoles et les universités sont fermées. Les dirigeants du Kampuchea démocratique divisent le pays en deux catégories. Le peuple ancien, les Cambodgiens sous le contrôle des Khmers rouges depuis 1970, et le peuple nouveau, les citadins pervertis par les idées occidentales qui doivent être rééduqués. Pour Langkar, l'organe mythifié du parti est demeuré anonyme jusqu'en 1977. Ce sectarisme déconcertant relève de l'évidence. Nous avons déterminé dans un congrès spécial, à la fin du mois d'avril 1975, que c'était le peuple, que c'était les paysans qui avaient fait la révolution, qui avaient fait la guerre pour libérer le pays. Et donc que c'était ces paysans qui devaient en tirer les avantages. Collectivisme rural, nationalisme exacerbé, volonté autarcique, nostalgie de l'empire angkorien, sans concession pour l'intégrité de la personne humaine, le régime des Khmers rouges se met en place pour près de 4 ans. Camarades, ayez toujours à l'esprit ces 4 règles. Ne pas savoir, ne pas entendre, ne pas voir, ne pas parler. Ainsi, à force de répression, à force de propagande désuète, comme ces images tournées en 1978 par des cinéastes de pays frères sur un camp modèle, la population est mobilisée pour les grands travaux d'irrigation. Le Cambodge est transformé en un immense camp de concentration. Travail forcé, éducation politique et séances d'autocritique, séparation des familles, silence de rigueur, malnutrition, incitation à la délation, purge politique, exécution, obsession de la pureté de la race khmer, expulsion intégrale de la population vietnamienne et déploiement des troupes aux frontières. Une révolution radicale à huis clos dans le silence délibéré de la communauté internationale. 3 ans, 9 mois et 20 jours d'enfer pour 7 millions de Cambodgiens. En 1975, on a appelé les gens du 17 avril le peuple nouveau. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes parce qu'elles ne savaient pas travailler à la rizière. Celles qui commettaient des fautes étaient tuées. Nous, on n'avait pas à penser à la mort de tout cela. On avait peur et pour sauver sa vie, il valait mieux respecter les consignes. Après que Phnom Penh ait été libéré, nous, les soldats, on a été désarmés et envoyés travailler à la rizière pour subvenir à nos besoins. Une brigade n'avait pas le droit de se déplacer. Pour se déplacer, il fallait un ordre. Tout à fait au début, les Khmers rouges ont utilisé le Sihanouk pour aller plaider leur cause. Ça doit être au mois d'octobre 1975. Le Sihanouk est parti à l'ONU pour plaider la cause des détenteurs du pouvoir à Phnom Penh. Et ensuite, alors, auprès de la population cambodgienne, ils ont présenté comme Sihanouk étant de leur bord. Mais je suis fier de pouvoir faire la révolution avec le peuple et de faire évoluer notre monarchie avec le peuple, avec cette révolution. Vous voyez, parce qu'il n'y a aucune monarchie qui soit assez intelligente pour faire ce coup-là. Et je suis fier de ce que la monarchie cambodgienne soit la plus progressiste de l'histoire de l'humanité.
Seulement, Sihanouk n'a pas pu supporter d'être simplement un pantin et assez rapidement, il a donné sa démission au début de l'année 76. Et c'est là où il a été enfermé dans son palais et on s'étonne même de ce que les Khmers rouges ne l'aient pas tué. C'est sans doute sous influence des Chinois qui, jusqu'à la mort de Mao Tse-tung en 1976, supportent les Khmers rouges au nom de l'idéologie. Et puis ensuite, eh bien, ils ont complètement abandonné l'idéologie de la révolution culturelle et Deng Xiaoping soutient les Khmers rouges plus par géostratégie que par idéologie. Étant donné que le Vietnam est sous la coupe des Soviétiques, les Chinois soutiennent les Khmers rouges pour éviter d'être pris dans une tenaille par les Soviétiques au nord de leur pays et les Vietnamiens soutenus par les Soviétiques au sud de leur pays. C'est plus par géostratégie que par idéologie. Fort du soutien chinois, les Khmers rouges s'arment et s'entraînent. Au nom du nationalisme khmer, ils ferment le Cambodge à toute influence étrangère, exacerbent le sentiment anti-vietnamien par des actes d'agression répétés à la frontière. En mars 1977, les cadres appellent à la lutte contre l'envahisseur et lancent ce qu'ils présentent comme la solution finale cambodgienne. Pol Pot ordonne de procéder aux 3 extirpations, c'est-à-dire à l'élimination de tous les Vietnamiens encore présents au Cambodge, de tous les Khmers parlant le vietnamien et de tous les Cambodgiens entretenant des relations de près ou de loin avec des Vietnamiens. On disait à Pol Pot, ils sont tous vos ennemis, tout le monde essaye de vous détruire. Eh bien, ok, tuez-les tous. Et la règle était, si vous tuez, alors il vaut mieux tuer 10 personnes innocentes plutôt que de laisser un seul coupable en liberté. Pol Pot pensait aussi, et je crois qu'il avait raison, que certains membres de son parti avaient été formés par les Vietnamiens et considéraient que les décisions politiques des Khmers rouges étaient insensées. Évacuation des villes, pas d'argent, pas d'école, trop dur, trop radical. Et alors Pol Pot déclenche des purges staliniennes contre ses ennemis réels ou imaginaires. Le 113-21, au cœur de Phnom Penh. Un centre d'interrogatoire et de détention. L'ultime démonstration de la psychose polpotiste. Ici, sous les ordres d'un certain Duch, 17 000 Cambodgiens furent torturés avant d'être éliminés par destruction. Duch est aujourd'hui l'un des seuls Khmers rouges en prison. Pol Pot disait, si chaque Cambodgien tue 30 Vietnamiens, c'est un de ses discours, hein, ils seront tous exterminés. Bon, d'accord, mais vont-ils se laisser faire sans réagir? C'est absurde. Il pensait qu'il pouvait mener une guerre contre le Vietnam. C'est sans doute la seule bonne chose qui soit arrivée durant ce régime, c'est qu'il a provoqué son propre anéantissement en lançant cette guerre. Sans cette déclaration de guerre, il aurait été très difficile de se débarrasser de ce régime. Le 7 janvier 1979, exaspérés par des incidents de frontières répétés et par l'agression délibérée du régime envers leurs ressortissants, les Vietnamiens entrent à Phnom Penh. Aucune résistance n'est en mesure de s'opposer aux 200 000 Boy Doi, rompus à l'exercice de la guerre depuis le conflit américain. Le régime de Pol Pot s'effondre, les Khmers rouges fuient vers la Thaïlande. La radio des Khmers rouges diffusait encore. Elle disait « Les Vietnamiens sont là, les Vietnamiens sont là ». J'ai fui, j'étais terrorisé. Quand on sait que les Viets sont juste à côté, mieux vaut filer. Quand j'ai fui Phnom Penh, les villageois ne nous ont pas donné à manger, car ils n'aimaient plus les Khmers rouges. Jusqu'à ce que les Vietnamiens envahissent le Cambodge, on ne savait pas que beaucoup de gens avaient été tués, que beaucoup étaient morts. Ce qu'ont fait les Khmers rouges, ça n'a pas de sens. Beaucoup trop de Cambodgiens sont morts. L'ampleur des crimes perpétrés par les Khmers rouges est alors révélée au monde entier. Pour légitimer leur intervention, présentée comme le sauvetage du peuple khmer, les Vietnamiens établissent un tribunal révolutionnaire et condamnent à mort par contumace les dirigeants du Kampuchea démocratique. Selon la propagande,
la clique de Pol Pot, Ieng Sary et Khieu Samphan est responsable de la mort d'au moins 3 millions de Cambodgiens. Les chercheurs s'accordent aujourd'hui pour réviser cette estimation. Le chiffre qu'ils avancent est tout aussi terrifiant. 1 700 000 Cambodgiens ont péri sous le régime des Khmers rouges. Pourquoi les révolutions chinoises et vietnamiennes ont rééduqué et les Cambodgiens ont tué? Parce que pour un Khmer, il n'y a pas de rééducation possible. Les Khmers rouges ont réagi devant la mort avec leur culture khmer influencée par le bouddhisme. En tuant les gens, ils les aidaient à revivre dans une vie meilleure. Le karma, le bon ou le mauvais karma, suit l'homme comme son ombre. Donc il n'y a pas de conversion possible, de rééducation possible. Donc il faut tuer. Alors je ne dis pas que c'est l'explication ultime, mais c'est peut-être une lumière d'explication pour expliquer ce qui est inexplicable. C'est une folie. Les Vietnamiens mettent en place la République populaire du Kampuchéa. Sans commune mesure avec les atrocités du Kampuchéa démocratique, la nature et le fonctionnement de ce régime diffèrent peu sur le plan idéologique de celui de ses prédécesseurs. Autocritiques, embrigadement politiques, les nouveaux dirigeants choisis par les Vietnamiens pour gouverner sous leur tutelle vont se heurter à la résistance passive du peuple cambodgien, d'autant qu'ils sont eux-mêmes d'anciens cadres Khmers rouges ayant pris la fuite pour échapper aux purges de Pol Pot. L'Occident condamne l'intrusion vietnamienne au Cambodge et soumet le pays à un embargo illimité. Pour ce peuple de survivants, l'espoir d'une vie meilleure est une nouvelle fois déçu. Les libérateurs sont devenus des occupants. Bien sûr, les marchés ont rouvert, la monnaie est rétablie. Bien sûr, les enfants retournent à l'école. Mais la réalité ne ressemble que de loin à ces images de propagande. Les réfractaires au régime et les paysans affamés prennent alors le chemin de l'exode, vers les camps de Thaïlande, là où l'aide occidentale afflue. Alors ces réfugiés viennent la plupart du temps parce qu'ils n'ont rien à manger au Cambodge, puisque l'armée vietnamienne a pris le pays au moment des récoltes, donc il n'y a rien à manger. Et sur ce fond de famine se greffe un conflit géopolitique. Le Cambodge étant sous mainmise soviétique, eh bien, les Occidentaux confient la résistance à la Chine, qui est la grande puissance asiatique. Et Chine et États-Unis ainsi que les Occidentaux soutiennent les mouvements de résistance, qu'il faut savoir le FLNPK de M. Son Sann, le Fun Sin Pek du prince Sihanouk et les Khmers rouges qui sont présents en Thaïlande. Et comme les plus aguerris sont les Khmers rouges, on arrive à cette aberration que les Occidentaux soutiennent massivement les Khmers rouges qu'ils ont honnis jusqu'alors. Et dans les camps, alors j'ai pu le voir moi-même, il y avait assez souvent un climat de terreur qui régnait. Les soldats de la résistance venaient recruter des volontaires pour aller lutter contre les Vietnamiens. Et les réfugiés, les 500 000 réfugiés, sont simplement des marionnettes dans les mains des Occidentaux, et spécialement des Chinois et des États-Unis, pour faire pièce au peuple khmer qui, lui, est sous la mainmise des Soviétiques. L'assistance humanitaire et le soutien militaire de la communauté internationale pour les factions de la résistance n'ont d'autres effets que de porter Ieng Sary à l'ONU pour conduire la représentation cambodgienne. Ieng Sary, le ministre des Affaires étrangères de Pol Pot et responsable de nombreux camps d'internement du Kampuchéa démocratique, n'en demandait pas tant. À Phnom Penh, cet état de fait déclenche la colère de Hun Sen, le nouveau Premier ministre. Il fustige Sihanouk qui, selon lui, contribue une nouvelle fois à maintenir les Khmers rouges sur la scène politique. Leur retour aux affaires de l'État est brandi comme une menace justifiant tous les efforts militaires et humains pour contrer les armées de la résistance.
La guerre civile se prolonge jusqu'en 1989, quand l'armée vietnamienne se retire du Cambodge après 10 ans de pression internationale. Ce retrait s'effectue dans la paix, à la faveur de nouvelles circonstances géopolitiques suscitées par la perestroïka en URSS. L'arrivée à la direction de l'URSS de Gorbatchev se traduit par une modification du rôle de l'URSS sur la scène internationale et les Vietnamiens vont être obligés de tenir compte du soutien décroissant dont ils bénéficiaient de la part de l'URSS. Quand ils s'en vont, les Vietnamiens laissent un pays qui a pu reconstituer un minimum d'appareil d'État, mais à la vietnamienne. La République populaire du Kampuchea, qui s'est transformée en 1989 en État du Cambodge, reste fortement marquée à la fois dans ses structures et dans ses méthodes de gouvernement par le style du communisme vietnamien. Et au bout des années 80, c'est un pays qui est exsangue, c'est un pays qui se rend compte progressivement qu'aucune solution militaire ne peut permettre de déboucher sur ce qui est attendu depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire la paix. Le peuple khmer va retrouver la pleine maîtrise de son destin. Les Cambodgiens, je crois pouvoir le dire en votre nom, aspirent à la paix. Ce 23 octobre 1991, la paix n'a pas de prix. Fût-ce d'associer les Khmers rouges à la conférence internationale de Paris sur le Cambodge. Réconciliation nationale oblige, le terme génocide ne doit figurer dans aucun texte, à la demande expresse de la Chine et des 4 factions cambodgiennes signataires des accords. Après 20 ans de guerre, les Cambodgiens profitent de la fin de la guerre froide et de l'aide des Nations Unies pour se rassembler et reconstruire le pays. La paix à n'importe quel prix, puisque les 18 pays présents aux accords de Paris décident l'envoi de 22 000 casques bleus et le déblocage de 3 milliards de dollars pour l'APRONUC, l'autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge. Jamais dans son histoire, l'ONU ne mit autant de moyens en œuvre pour rétablir la paix dans un pays. À l'arrivée des militaires et des experts civils de l'APRONUC, la tâche est immense. Sauvegarder la paix et désarmer les factions en guerre, notamment les Khmers rouges, permettre le retour de centaines de milliers de réfugiés vivant dans les camps et faire respecter les droits de l'homme, aider à la reconstruction d'un Cambodge complètement miné et dépourvu de voies de communication, de systèmes de santé, d'enseignement. Assumer les fonctions administratives et policières, organiser des élections libres et équitables. Mais une fois les accords de Paris signés, les Khmers rouges se retirent du processus de paix et appellent au boycott des élections. Malgré quelques timides tentatives, les soldats de la paix ne parviennent pas à les désarmer et les Khmers rouges menacent d'attaquer les bureaux de vote. En mai 1993, les élections sont pourtant organisées sous haute sécurité. Malgré les pressions politiques et la peur des Khmers rouges, les Cambodgiens se rendent aux urnes en très grand nombre. Ces élections, le seul véritable succès de l'APRONUC, auront permis la naissance de 20 partis politiques et l'apparition d'une presse pluraliste. Le 24 septembre, la constitution du royaume du Cambodge est votée par l'Assemblée constituante issue des élections. Celle-ci proclame le prince Sihanouk roi du Cambodge et reprend les pouvoirs délégués à l'APRONUC par les accords de Paris. Le retour de Sihanouk sur le trône, le principe admis d'une démocratie libérale s'engageant sur le respect des droits de l'homme et la perspective de la paix retrouvée, suscite un immense espoir chez les Cambodgiens. Mais le roi va devoir former une coalition gouvernementale avec les 2 partis vainqueurs aux élections qui ne disposent ni l'un ni l'autre de la majorité requise pour gouverner. Il nomme alors 2 premiers ministres, le prince Norodom Ranariddh, son fils, chef du Fun Sinpec, le parti royaliste, et Hun Sen, ancien premier ministre communiste de la République populaire du Kampuchea, chef du parti du peuple cambodgien.
Les deux ennemis ne vont pas s'entendre pour diriger un gouvernement de coalition qui souffre de maux ancestraux et de corruption en particulier. Ils ne vont pas s'accorder davantage pour obtenir des Khmers rouges qu'ils déposent les armes. Les querelles internes remettent une nouvelle fois à plus tard démocratie et prospérité. Du côté de l'ONU, il y a d'abord eu un manque de traduction de la volonté politique qui s'était exprimée par la signature des accords de Paris. Mais de leur côté, les Cambodgiens, et d'abord les Khmers rouges, ont une responsabilité écrasante dans le résultat très mitigé de cette opération, puisque alors qu'ils avaient signé les accords de Paris, dès le départ, ils ont refusé de les appliquer, ils ont refusé de participer à tout ce qui faisait l'opération ONU, et ils portent de ce point de vue-là une responsabilité écrasante. La zone a des allures de Far West. Protégée par la montagne et la jungle, adossée à la frontière thaïlandaise, Pailin, le fief des Khmers rouges, était quasi imprenable. Avec les coupes de bois et les pierres précieuses en abondance, la guérilla a pu financer armes et munitions. Cette région de l'ouest du Cambodge est la plus riche du pays. Pour la reprendre aux Khmers rouges, le gouvernement consacre chaque année la moitié du budget de l'État. Mais en 1996, Ieng Sary provoque la scission de la guérilla et se rallie contre toute attente à Hun Sen. Les deux ennemis entament une réconciliation à la cambodgienne profitable à chacun. En lâchant Pol Pot et Khieu Samphan, Ieng Sary obtient de rester maître chez lui et de conserver l'autonomie de sa province. Il bénéficie d'une amnistie royale pour les crimes dont il s'est rendu coupable entre 1975 et 1979. Hun Sen, quant à lui, entame l'unité de l'ennemi Khmer rouge et raffermit son pouvoir face à Ranrid. La mort de Pol Pot survient en avril 1998. Le criminel est incinéré dans une relative indifférence près d'An Long Veng, au nord du pays. Pol Pot fuyait l'avancée des troupes de Hun Sen et vivait ici, tapi dans la jungle, à 500 mètres de la Thaïlande. Ses crimes restent impunis. À la mort de Pol Pot, j'étais triste. Je pensais à lui sans cesse. Je pense toujours à lui et je regrette sa mort. Lui qui a été à l'école, qui a été professeur, lui qui a enseigné au peuple l'amour de la patrie, qui a développé l'agriculture et les droits de l'homme. Pol Pot est mort, mais il n'était pas seul. Le 29 décembre 1998, Khieu Samphan et Nuon Chea sont de retour en ville. Ils se rallient à leur tour comme Ieng Sary, et comme Ieng Sary, ils sont libres. Au nom de la réconciliation nationale, ils sont accueillis par Hun Sen à sa résidence. Il faut oublier le passé, explique-t-on ici. Désolé. Les anciens chefs Khmer rouges sont désolés. Ils n'ont rien d'autre à dire aux survivants de leur utopie meurtrière. Khieu Samphan et Nuon Chea ressemblent aujourd'hui à de tranquilles grands-pères. Ils s'excusent pour un génocide, l'élimination d'un quart de la population cambodgienne. Insulte suprême, ils visitent le temple d'Angkor Wat, lieu sacré. Acte scandaleux pour les Occidentaux, pour les Cambodgiens, cette visite constitue aussi un acte d'allégeance à Hun Sen. Tandis que la communauté internationale et la diaspora khmer réclament un procès pour crimes contre l'humanité, les anciens tortionnaires sont protégés comme des princes. Les responsables du deuxième génocide du siècle sont libres, la justice est bafouée. On parle de juger les chefs Khmer rouges, mais ils ont tous suivi cette politique communiste. Hun Sen l'a fait, Sihanouk l'a fait, Tha Mok et Pol Pot l'ont fait, Khieu Samphan et Ieng Sary aussi ont suivi cette politique. Et c'était leur volonté, leur responsabilité. La Chine et les dirigeants de Pékin ne sont pas étrangers à cette politique non plus. Et les Américains, ils sont aussi responsables. Tous ceux qui se sont mêlés à ces histoires cambodgiennes sont responsables. J'ai bien réfléchi à tous ces jeux d'alliance. Et ils sont tous responsables.
Moi, je suis cambodgienne. Et au milieu de tout ça, nous les Cambodgiens, on a été transformés en coqs de combat. C'est la communauté internationale qui a reconnu les Khmers rouges, pas les Cambodgiens. Vérifiez dans les accords de Paris. Il y a la signature de Khieu Samphan et de Son Sen. Je veux protéger la vie des Cambodgiens, des fidèles de Khieu Samphan ou bien de simples citoyens. Je ne veux pas que les Cambodgiens soient à nouveau pris dans la guerre. La réconciliation, c'est mieux que de réveiller le passé. 9 février 1999, les derniers Khmers rouges capitulent. Dans leur bastion de Halong Veng au nord du pays, les maquisards déposent les armes. La cérémonie est célébrée en grande pompe par le ministre de la Défense en personne. Le chef de ces hommes, le général Tamok, est en fuite avec une poignée d'irréductibles. Personne ici ne parie sur ses chances. En signe d'allégeance au régime qu'ils ont longtemps combattu, les Khmers rouges enfilent le treillis gouvernemental. L'uniforme maoïste a vécu. Quelques jours plus tard, le général Tamok est capturé et transféré à la prison militaire de Phnom Penh. Avec Dutch, le tortionnaire de Tuol Sleng, Tamok est aujourd'hui le seul chef Khmer rouge en prison parce qu'il s'est enfui et a refusé de se rendre. Le Premier ministre Hun Sen a réussi là où Sihanouk et les Nations Unies ont échoué. C'est lui qui a vaincu les Khmers rouges et en ce qui concerne leur procès, il n'entend pas se faire dicter la marche à suivre par la communauté internationale. Je pense que le plus grand problème, c'est la question de notre souveraineté. Les étrangers ne peuvent pas rendre justice au nom du peuple khmer. Au contraire, ils ont détruit le peuple cambodgien pendant longtemps, même si aujourd'hui ils nous aident. Sur cette question du procès des Khmers rouges, Sihanouk laisse Hun Sen maître du jeu. Fatigué et malade, le monarque s'en tient aux cérémonies protocolaires. L'homme politique habile qui a traversé le siècle se retire discrètement. À son ennemi de 20 ans, il concède toute légitimité pour conduire le Cambodge vers le 3e millénaire. Hun Sen est très différent. Il n'est pas effrayé par le Vietnam et la Thaïlande. Il ne s'embarrasse pas de vieux mythes sur le Cambodge. Il ne considère pas le Cambodge comme une nation sacrée, assiégée par les barbares. Il voit son pays comme un pays du XXIe siècle. Sihanouk ne l'a jamais vu comme une nation du XXe siècle, mais plutôt comme un pays éternel. Un lieu un peu mythique, un royaume enchanté. Ça n'est pas un pays riche. Il y a plein de choses terribles qui se passent ici. Il y a des problèmes de santé, la pauvreté. Comment les Cambodgiens vont-ils affronter le XXIe siècle? Je ne suis pas très optimiste. Je crains que le XXIe siècle ne les dépasse. Mais au moins, ils font partie d'un tout et ne sont plus repliés sur eux-mêmes, sur leur histoire, un peu ancienne. À Halong Veng, la maison de Tamok est gardée par l'armée royale. Enfin au grand complet. Lui était le conducteur du char de Hun Sen qui a brûlé sur la grande rue près du marché. Il a sauté sur une mine pendant l'assaut et a miraculeusement survécu. À l'hôpital, tout le monde disait qu'il allait mourir. Aujourd'hui, il est chauffeur de taxi et revient souvent ici. Désormais, les ex-Khmers rouges sont mes frères, dit-il. Lui était chanteur à la radio des Khmers rouges. Maintenant qu'il est rallié, chanter un hymne révolutionnaire serait saugrenu. Alors, puisque les Khmers sont réconciliés, il choisit d'entonner un couplet des filles de Paline, une romance khmer comme une complainte à la paix, une ballade à la guérison du karma cambodgien.
of the jungle, mothers of the night. Boy, attend by the roadside lies, hears his future in whispers and cries. Clutching a tiny Buddha charm, a baby dies in his mother's arms. It's their only sorrow in Cambodia. People of Kampuchea, Kampuchea, Cambodia.